Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à votre émission hebdomadaire Agora. Agora qui jette un faisceau de lumière sur les questions actuelles. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir, pour toute modestie, je dirais, un monument du domaine sportif, Mbaye Jacques Diop, qui est conseiller technique au ministère du sport. Mbaye Jacques, un confrère avec qui nous allons aborder les questions actuelles. Et les questions actuelles, notamment la participation du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations et sa qualification en demi-finale, et tant d'autres questions. Bienvenue Mbaye Jacques. Permettez-moi tout d'abord de remercier tous les téléspectateurs qui nous suivent. D'abord, vous remercier de cette invitation, tout en aussi magnifiant en tout cas ce que j'ai vu en parcourant quand même les couloirs de cette chaîne de télévision. Et vous remercier aussi parce que nous avons ensemble partagé une même rédaction vers la fin des années 90, notamment le groupe Com7 avec l'Info 7, le Populaire et 7 Week-end. Donc il est tout à fait heureux que je me retrouve devant un confrère, devant un frère, devant un ami avec qui j'ai partagé beaucoup de peine et de joie, et dans les moments les plus difficiles même du paysage médiatique qui était devenu en quelque sorte un peu pluriel. C'est vrai, nous avons partagé une même rédaction, mais il faut préciser que j'ai toujours été votre élève. Non, vous savez, nous sommes dans la vie, nous sommes toujours des apprenants. Tout à fait. Et même vous pouvez avoir, par exemple, c'est ce que j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, nous sommes tous des apprenants parce que quand je viens, par exemple, dispenser des cours ou bien partager, même je préfère le mot partager quand même, les connaissances, les prérequis avec des étudiants, souvent j'apprends des étudiants comme ils apprennent de moi. Et donc je pense que dans la vie, toujours l'apprentissage doit être quelque chose d'éternel. Tout à fait. Alors, Mbaye Jacques, dans le landerneau médiatique, vous êtes connu pour être un féru du sport, un féru de la discipline footballistique. Qu'est-ce qui l'explique? Bon, écoutez, moi, je suis né dans un quartier très populaire, la Médina. Et la Médina, c'était pratiquement à proximité du stade Iba Mar Diop, à proximité du stade Assane Diouf, à proximité de l'école de la Médina. Et le stade Assane Diouf, en tout cas, regroupait plusieurs plateaux, notamment un terrain de football, un terrain de handball, un terrain de volleyball, de basketball, une salle même de gym, de boxe et de lutte. Et il en était de même au stade Assane Diouf. Le terrain de Iba Mar Diop, le terrain, autant pour moi, l'école de Médine, il y avait quand même deux terrains, celui du basketball et du football. Donc nous avons eu, comme tout jeune Sénégalais, commencé à tapoter le ballon dans la rue, mais il nous arrivait quand même de franchir le mur d'un stade ou bien le mur de l'école de la Médina pour aller jouer et pour quand même essayer de pratiquer diverses, en tout cas, disciplines sportives, ce qui nous a amené d'abord à pratiquer l'athlétisme, le football, le basket et le handball, et sans compter aussi les arts martiaux que j'ai pratiqué chez Feu Jacques Sow à la rue 19, angle Blaise Diagne. Donc c'est ce qui m'a amené cette passion-là, et en plus aussi, sans compter aussi que j'ai été journaliste sportif. Okay. Alors aujourd'hui, le Sénégal est qualifié en quart de finale de la Coupe d'Afrique, en demi-finale plutôt, de la Coupe d'Afrique des Nations. Techniquement, aujourd'hui, si vous analysez le jeu développé jusqu'ici par le Sénégal, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut améliorer ou qu'est-ce qu'il faut maintenir? Écoutez, moi je pense qu'on ne retiendra quand même d'un technicien ou bien d'un entraîneur ou bien en tout cas d'un manager sportif que les résultats. Et aujourd'hui, les gens ont tendance à oublier que l'entraîneur, on lui a fixé des objectifs généraux, et en dehors de ces objectifs, d'un objectif général ou bien global, il y a ce qu'on appelle un objectif intermédiaire. Aliou Cissé est là depuis 6 ans. Et quand il revenait de cette équipe du Sénégal, c'était pour reconstruire une équipe nationale. Et nous avons vu que lors de sa première compétition internationale, notamment en 2017, où nous étions au Gabon avec la Coupe d'Afrique des Nations, il avait quand même échoué aux portes des quarts de finale face à une équipe camerounaise beaucoup plus expérimentée, avec un entraîneur qui avait quand même beaucoup plus d'expérience sur le plan international. Et en 2019, autant pour moi, en 2018,
il a réussi à qualifier l'équipe du Sénégal à la Coupe du Monde. Ce qui faisait donc que 17 ans qu'on n'était plus parvenu à nous qualifier parce que notre dernière qualification remontait en Corée-Japon en 2000. Et avec feu Bruno Metsu, paix à son âme. Et par la suite, Aliou Cissé est revenu en Coupe d'Afrique pour sa deuxième édition en 2019 au Caire, en Égypte. Elle a réussi à qualifier l'équipe en finale. Donc c'était un exploit. Et aujourd'hui, elle est en demi-finale. Et quand une équipe parvient à se qualifier en finale de la dernière édition et qu'elle se qualifie en demi-finale, c'est ce qu'on appelle, en tout cas dans le monde de la performance, ce qu'on appelle la gestion de la performance. Parce que si vous revisitez un peu les archives, vous vous rendrez compte qu'aujourd'hui, le Sénégal est la seule équipe qui s'était qualifiée au dernier carré d'as en Égypte. Toutes les équipes, que ce soit le Maroc, le Nigeria et autres, ont été éliminées. Donc cela veut dire qu'il y a une gestion de la performance. Maintenant, moi, je ne tiendrai pas compte de l'aspect jeu. Moi, je tiendrai compte de l'aspect résultat parce qu'on lui a fixé des résultats. Et s'il arrive que cet entraîneur-là arrive à atteindre ses objectifs avec des résultats probants, moi, je préfère mal jouer et gagner. Et la preuve, vous avez vu que l'équipe est en train de monter en puissance. Parce qu'en premier tour, on aurait pu être éliminé. Parce que nous avons gagné qu'un seul match. Et à la 94e minute sur un penalty. C'était contre le Zimbabwe. Nous avons fait match nul contre deux équipes que nous avons rencontrées en match de poule. Ça veut dire que nous étions en quelque sorte la poule la plus faible où nous sommes sortis premiers avec 5 points et un seul but. Mais en huitième de finale, l'équipe est montée en puissance face au Cap-Vert. Et récemment, face à la Guinée équatoriale, vous avez vu que, parce qu'en demi-finale, nous avons battu l'équipe sur le score de 2-0. Et en quart de finale, l'équipe est montée en puissance en marquant aussi. Donc cela veut dire que ce que l'équipe n'avait pas réalisé en 3 matchs, elle l'a réalisé en 2 matchs, en gagnant 2 matchs et en marquant 5 buts. Je pense que donc il faudrait que les gens aussi puissent accorder des circonstances atténuantes. Parce qu'en début de la campagne, il y a eu des joueurs qui ont été impactés par la Covid-19. Et certains n'ont pas pu jouer. Et la preuve, nous avions été obligés de faire face à des situations impondérables, c'est-à-dire que le 3e gardien, qu'on ne pensait même pas pouvoir aligner en Coupe d'Afrique, Sénilien a fait les 2 matchs. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, nous sommes sur une bonne trajectoire. Il faudrait quand même remercier le coach, remercier en tout cas le staff technique, administratif, les dirigeants qui sont sur une bonne... Et demain nous allons aborder un match très important contre le Burkina. Et ce sera un match très difficile parce que le Burkina, on l'avait presque dominé sur la route de la Coupe du Monde avec notre match qui a été rejoué contre l'Afrique du Sud. Et aujourd'hui, peut-être ça leur est resté à travers la gorge. Et ils vont venir avec un esprit revanchard. Donc ce ne sera pas un match très facile. Et donc c'est là où moi j'attends les Sénégalais. Parce qu'il nous faudrait réitérer l'exploit que nous avons fait en Coupe d'Afrique en quart de finale. Et c'est le plus important. Moi, je ne me focalise pas sur le jeu, sur un jeu léger, plaisant ou pas. Moi, je me focalise toujours sur le résultat sportif. Et c'est le plus important. Mais le résultat, c'est le drame des entraîneurs. Vous l'avez dit, vous pouvez très bien jouer et n'avoir pas de résultat. Aujourd'hui, le constat est que le Sénégal est un habitué de ce carré-là, si on suit bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cela peut constituer un motif de fierté? Absolument, parce que depuis 38 mois, nous sommes premiers de notre... En tout cas sur le plan africain, 20e mondial. Ça veut dire que nous sommes dans le top 20. Et nous sommes premiers. Et dans l'histoire du football africain, aucune équipe nationale n'a été aussi longtemps en tête du classement FIFA au niveau africain. Nous avons aujourd'hui des joueurs qui sont de classe mondiale. Aujourd'hui, notre gardien de but, Edouard Mendy, a été nommé the best goalkeeper de la FIFA, meilleur gardien de la FIFA. Il y a eu Kalidou Koulibaly. Aujourd'hui, pas plus tard ce matin, en venant, j'ai vu que Lorenzo, autant pour moi, allait partir au championnat américain. Et Kalidou Koulibaly a été promu capitaine de Napoli. Cela prouve quelque part que quand vous êtes capitaine de Napoli, cela fait référence à Diego Maradona, le Napoli de l'Italie. Et au milieu de terrain, nous avons un Gana Gueye qui joue dans le plus grand club français, le Paris Saint-Germain, qui regroupe les Neymar, les Mbappé, les Messi. Ça veut dire que, sans compter aussi Abdoulaye Diallo. Dans la ligne d'attaque, on a Sadio Mané, l'un des joueurs les plus explosifs au monde. Et donc, cela veut dire que quelque part, nous avons une très grande équipe de niveau mondial. Maintenant, on ne doit pas se louper.
C'est pour cela que nous avons un pays aujourd'hui, nous avons en tout cas une population très exigeante en matière de résultats. Et depuis le début des indépendances, en tout cas, nous attendons cette coupe-là. Et nous la souhaitons. Nous la souhaitons. Pourquoi nous la souhaitons? Parce que nous la souhaitons pour le football sénégalais. Parce que nous voulons cette coupe. Parce que tout simplement, aujourd'hui, on a envie de la gagner. Pour montrer aussi que ce qui se dit à travers, en tout cas, le papier, puisse être traduit en actes concrets sur le terrain. Parce que nous n'avons pas encore d'étoiles. Et c'est comme ça que les Camerounais, les autres pays africains, les Ivoiriens, nous chambrent. Vous n'avez pas une étoile sur la poitrine. Et nous souhaitons que cette étoile-là soit celle de l'édition du Cameroun actuellement. Ok. Cette étoile sur la poitrine, qui fait référence à quoi? Non, je fais référence par exemple à l'équipe de l'Égypte qui a été 7 fois champion d'Afrique. À l'équipe du Cameroun qui a été 5 fois champion d'Afrique. Et vous savez, aujourd'hui, ces équipes sont dans le carré d'as. À l'équipe du Ghana qui a été 4 fois champion d'Afrique. Même la Côte d'Ivoire a été 2 fois champion d'Afrique. Et aujourd'hui, parmi ces équipes qui sont qualifiées en demi-finale, nous sommes la seule et celle du Burkina à n'avoir pas eu encore une étoile sur la poitrine. Et aujourd'hui, avec cette pléiade de joueurs, avec ces joueurs de classe mondiale que nous avons le potentiel pour arriver. Mais vous savez que dans un match de football, il y a des incertitudes. Oui. On ne peut pas à tout moment, un match de basket, vous savez qu'aujourd'hui, l'équipe du Sénégal qui rencontre la Dream Team, vous savez que la Dream Team est meilleure. Mais aujourd'hui, personne ne pourra me dire que mon équipe de club naïtan qui rencontre le Brésil, mon équipe peut gagner. Donc c'est ça le charme du football, il y a des incertitudes. Maintenant, par rapport à ces incertitudes-là, moi je suis très très rassuré. Parce que à la capacité même de réaction de l'équipe nationale. Parce que nous avons joué contre une équipe de la Guinée équatoriale qui, lorsque nous avons mené au score, cette équipe est revenue en début de seconde mi-temps. Et cette capacité de réaction de notre équipe nationale nous montre aujourd'hui que l'équipe a de la gueule, elle a de la bouteille et elle a une forte personnalité. Et j'ai beaucoup apprécié ça. Parce que moi, je m'attendais à voir la réaction de cette équipe-là. Et elle n'a pas du tout douté en un seul instant. Et c'est ça le plus important. Parce que dans la haute compétition, dans la haute performance, les matchs se gagnent sur ces détails-là. Et aujourd'hui, vous avez vu les vidéos une vidéo virale qui a fait le tour du monde. Cette vidéo d'Abdoulaye Diallo qui disait aux gars, écoutez, il faudrait penser à la demi-finale. Contrairement au Burkina qu'on a vu dans les vestiaires jubiler. Mais nous, il y avait des joueurs qui conscientisaient. Et vous avez vu quand les gens ont marqué le 3e ou le 2e but, Sadio Mané a demandé aux gens de ne pas jubiler. Parce qu'il faisait allusion à cette demi-finale qu'il préparait. Cela veut dire que les joueurs aujourd'hui sont plus conscients même de l'enjeu du match qui les attend. Vous voulez dire par là que le mental quand même a une place importante? Oui, parce que vous savez, moi j'ai toujours... Je rappelle aussi que vous enseignez quelque part la discipline sportive, le management et tout ça. Absolument. Pour revenir, le mental, en quoi le mental peut être absolument, un mental, il est très important. Vous savez, nous avons un entraîneur au sein de l'équipe du Sénégal, ce qui bichonne l'équipe nationale. Parce que l'entraîneur adjoint, c'est Régis Bokar, est un coach mental. C'est un coach mental. C'est sa spécialité. Et vous voyez ce qui est important. Parce que je le disais, il y a bien avant la Coupe d'Afrique des Nations, au tout début, j'ai entendu des entraîneurs qui tenaient un discours, et c'était un discours pour moi qui n'était pas tout à fait juste. Parce qu'ils ont tous fait allusion, c'était au cours d'une conférence, ils avaient fait allusion au mental des joueurs, pour dire oui, les joueurs n'ont pas le mental. Oui. J'avais pris la parole pour leur dire, écoutez, quel est parmi vous un entraîneur qui a eu à entraîner l'équipe nationale, qui a eu à participer à une phase finale de Coupe d'Afrique, ou bien qui a eu même à entraîner un club qui a été sur le plan africain. Et personne de ceux qui parlaient de mental n'était en mesure de lever le doigt. Je le dis donc, vous ne maîtrisez pas aujourd'hui les aléas du haut niveau. Et c'est quand ces jours-là, qui jouent tous les week-ends dans le championnat anglais, quand ces jours-là, qui jouent presque tous les 15 jours la Ligue des Champions, l'Europa League, vous me parlez de mental, moi j'ai des problèmes. Parce que c'est leur métier. Et vous savez que dans les clubs professionnels, il y a les coachs mentaux, il y a les analystes vidéo, il y a des gens qui s'occupent de la psychologie, il y a des gens qui s'occupent même de la sociologie culturelle des joueurs. Et ça, c'est important. Donc moi, aujourd'hui, je pense que l'équipe du Sénégal a un entraîneur qui a joué au plus haut niveau en la personne d'Aliou Cissé. Les joueurs sont tous des professionnels qui évoluent dans un environnement professionnel. Et nous avons des dirigeants qui sont capables aujourd'hui de pouvoir la preuve. Quand il y a eu l'affaire Ismaïla Sarr, le club avait quand même, en tout cas, excusez-moi, entre guillemets, fomenté une blessure.
Mais l'équipe sénégalaise est campée, les dirigeants sont campés sur leur position pour montrer leur autorité, mais pour montrer aussi leur droit de pouvoir récupérer Ismaïla. Et ils ont eu raison. C'est pour cela que je félicite au passage les dirigeants de la Fédération sénégalaise de football qui, s'ils avaient flanché, auraient pu ne pas utiliser Ismaïla, qui est un élément essentiel du club. Et donc, ils ont joué la carte de la diplomatie. En dehors de la diplomatie, c'est de la mentalité, mais c'est de la forte personnalité. Parce qu'un dirigeant aussi, on le reconnaît par rapport à sa forte personnalité, mais par rapport aussi à son anticipation sur les choses qui vont venir à l'avenir. Et ça, c'est important. Mais concrètement, est-ce que nous l'avons justement aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez dire, le sport sénégalais a les joueurs qu'il faut, le staff technique qu'il faut, les dirigeants qu'il faut, au point aujourd'hui de pouvoir saisir la Coupe d'Afrique? Vous m'avez posé 3 questions en une seule. Oui. Mais je vais répondre point par point. Oui. La première chose, nous avons de très grands dirigeants. Et si vous revisitez un peu l'histoire, vous vous rendrez compte que lors de notre qualification à la Coupe du Monde 2018, il y a eu notre match contre l'Afrique du Sud où l'arbitrage a été quelque part décrié pour une affaire de corruption. Et quand les gars de la FIFA, quand les Sénégalais ont eu à faire une réclamation, les dirigeants sénégalais, la FIFA leur a donné une raison pour jouer le match contre l'Afrique du Sud. Et moi, j'étais présent en Afrique du Sud. Et c'est ce match qui nous a valu une qualification. Cela veut dire que nous avons de grands dirigeants qui sont bons sur le plan administratif, mais aussi qui sont de très fortes personnalités, qui se font respecter. Moi, je voyage avec des dirigeants comme Maître Augustin Senghor, comme Abdoulaye Sow, mais comme Maître Babacar Ndiaye. Mais aujourd'hui, vous avez envie d'être à leur côté parce que c'est les fortes personnalités qui s'imposent, les Mbaye Diouf Dia ailleurs. C'est les grands dirigeants. Et ça, c'est tout à fait à l'honneur du Sénégal. Ce n'est pas gratuit que Augustin Senghor se retrouve premier vice-président de la Confédération africaine et qui est chargé de l'organisation des compétitions de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Ce n'est pas aujourd'hui gratuit que des dirigeants comme Ablaye Sow se retrouvent dans des commissions, les SARSEC et autres. Ça veut dire que nous avons des dirigeants qui sont à leur place. Oui. Maintenant, la deuxième question, c'est par rapport au mental. Aujourd'hui, je vous l'ai dit tantôt, les joueurs sont en train d'évoluer dans un environnement professionnel. Ils jouent tous dans des grands clubs. Sadio Mané a gagné la Ligue des Champions il y a de cela 2 ans. Il a gagné la Première Ligue, le championnat. Liverpool n'avait pas gagné ce championnat depuis 20 ans. Edouard Mendy l'a gagné l'année dernière. Aujourd'hui, vous avez vu d'autres, comme par exemple, je fais allusion à Ghana, qui a accumulé les titres au sein du Paris Saint-Germain. Il y a d'autres joueurs qui, dans d'autres contrées, comme l'Allemagne, Bouna Sarr qui joue dans l'un des plus grands clubs d'Europe, notamment le Bayern de Munich. C'est une institution. Quand vous vivez en Allemagne, vous vous rendrez compte que le Bayern, on l'appelle le club hollywoodien de l'Allemagne. Ça veut dire que quelque part, nous avons des joueurs à valeur ajoutée. Et aujourd'hui, notre équipe nationale, comme l'a dit tantôt l'entraîneur au sortir du match contre, l'équipe nationale de la Guinée équatoriale, mais l'entraîneur capverdien a abdiqué pour dire que c'est le Sénégal. C'est une équipe de classe mondiale. Ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes respectés par nos pairs. Et aujourd'hui, avec ces talents de joueurs que nous avons, tout le monde veut entraîner cette équipe du Sénégal. Et nous avons aussi aujourd'hui un environnement très professionnel au sein, en tout cas, du staff technique. Moi, vous savez, Aliou Cissé, je ne crois pas à sa philosophie, en toute honnêteté. Je ne crois pas à sa philosophie. Ça, je le dis et je l'ai toujours dit. Mais aujourd'hui, il a raison sur moi au regard de ses résultats. Donc, je ne peux pas avoir raison sur lui. Parce qu'il est en train de faire des résultats. Il est en train d'atteindre ses objectifs. Donc, vous savez, dans la vie, il faut être objectif. On ne peut ne pas être d'accord sur quelque chose. Ouais. Mais quand aussi l'individu arrive à faire des résultats, il faut être d'accord sur lui parce que tout simplement, mais moi, je n'épouse pas sa philosophie de jeu. Je n'épouse pas ses idées avec 3000 récupérateurs. Okay. Mais il y gagne aussi. On ne peut rien lui reprocher. Nous allons y revenir tout de suite. Je rappelle que vous suivez Agora, votre émission hebdomadaire centrée sur les questions actuelles. Aujourd'hui, comme vous le constatez, modestie mise à part, nous recevons un confrère, Maître Mbaye Jacques Diop, qui est quand même, je le disais tout à l'heure, une figure de proue, en tout cas dans le domaine sportif, pour avoir beaucoup exercé dans ce desk-là et pour être toujours dans le milieu du sport, soit en tant que professeur, soit en tant que consultant, soit en tant que conseiller technique. Mbaye Jacques, aujourd'hui, s'il y avait quelque chose à modifier, à supprimer dans le jeu,
quel serait-il? Bon, je pense que nous, au sortir de chaque rencontre de l'équipe nationale, nous avons une plateforme qui s'appelle le Club des experts sportifs, qui regroupe au moins 256 sommités du monde sportif. Il y a des anciens ministres, des anciens directeurs généraux, il y a toutes les sommités des champions du monde et autres. Et à chaque fois que nous organisons des sommités, il y a même le président de la fédération, le vice-président, nous organisons un débriefing. Et aussi des entraîneurs aujourd'hui qui sont chargés de la supervision des autres adversaires des Lions. Il s'agit de Serigne Saliou Dia qui est là-dedans, il s'agit de Malick Daf qui est là-dedans, sur cette plateforme, il s'agit de Amsata Fall, Bassouare Diabé qui sont dans cette plateforme. Et lors de la première rencontre, quand nous avons parlé du repositionnement d'un garçon comme Sadio Mané, parce que Sadio avait l'habitude de jouer excentré, les techniciens ont estimé que Sadio devait être repositionné comme 9,5 par rapport au jeu par rapport au système où il évolue à Liverpool. Oui. Et donc, Boulaye Dia a été pratiquement écarté sur le côté droit. C'était pour faire créer des boulevards à Bouna Sarr. Et le repositionnement de Sadio a été bénéfique. Oui. Sadio a marqué un but lors du match contre le Cap-Vert. Et vous avez vu qu'il a été décisif lors du match contre l'équipe nationale de la Guinée équatoriale. Cela prouve que quelque part aussi, nous avons notre mot à dire. Maintenant, le dernier mot revient à l'entraîneur. Parce que nous ne sommes pas à la périphérie ni dans l'environnement de l'équipe nationale. Donc, nous ne maîtrisons pas toutes les données nécessaires à un changement ou à un repositionnement. Et nous ne sommes pas des techniciens, nous sommes des observateurs. Maintenant, je peux ne pas avoir raison comme je peux avoir raison. Mais en toute proportion gardée, il m'arrive aussi au moins de faire profil bas parce que je ne me considère pas comme un technicien. C'est un supporter, c'est un observateur qui parle, mais je ne suis pas un technicien de haut niveau. Ça, il faudrait aussi que j'ai cette modestie-là et cette honnêteté-là de pouvoir le dire. Maintenant, l'entraîneur qui a vécu au plus haut niveau, c'est son staff et sur qui il compte et sur qui il donne entière confiance, je pense qu'ils ont plus raison sur nous. C'est pour cela que nous ne faisons que de la spéculation, de l'extrapolation, mais n'empêche, en tant que passionnés. Oui, donc, et en toute modestie, il faudrait que nous reconnaissons aussi à ces techniciens-là leur mérite, leur aussi accorder cette compétence qu'ils ont, contrairement à nous. C'est pour cela qu'il faudrait qu'on aille avec beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité sur ces choses-là. D'accord. Aujourd'hui, au vu des résultats et du stade actuel, est-ce que les perspectives sont-elles heureuses pour le football sénégalais? Bon, enfin, vous savez, il faut avoir le courage et l'honnêteté de dire aussi, il faut remercier le président Augustin Senghor et le féliciter en toute honnêteté. Oui. Parce que moi, je me rappelle que je vis dans l'environnement sportif de l'équipe nationale depuis les années 86. Oui. Et si je vous dis que il y a un match du Sénégal où j'avais une moto-scie, c'était moi-même qui étais parti à la salle de vente pour floquer les maillots. Maintenant, on n'en est plus à ce stade-là. Donc vous imaginez. C'est extraordinaire. Donc c'est extraordinaire. Ça, c'est des anecdotes que je peux donner. C'est un bon extraordinaire. Voilà. Oui. Ça veut dire que quelque part, l'arrivée de Augustin Senghor a permis au football sénégalais de se faire respecter sur la scène africaine et sur la scène mondiale. Nous avons joué une Coupe du Monde senior. Nous avons joué 3 finales de Coupe. Nous avons gagné le tournoi, en tout cas des Jeux africains en 2015 au Congo-Brazzaville. Oui. Donc aujourd'hui, toutes les équipes nationales se qualifient dans toutes les compétitions des petites catégories. Nous avons joué plusieurs Coupes du Monde. Nous avons été demi-finale des U20 à la Coupe du Monde. Nous avons essayé demi-finale des U19. Cela prouve que quelque part, il y a de bonnes perspectives. Maintenant, il faut les capitaliser. Les capitaliser, il y a eu récemment, l'année dernière, le Jaraaf et Teungueth FC qui ont été partis dans la phase des poules de la Ligue africaine et de la Coupe de la Confédération africaine. Malheureusement, elles n'ont pas pu rééditer l'exploit parce que tout simplement, c'était des effectifs qui étaient réduits. Parce que vous savez, au Sénégal aujourd'hui, l'environnement économique n'est pas favorable pour permettre aux clubs, en tout cas, de créer des emplois et au moins de voir quelle est la croissance économique même de ces clubs-là. Donc vous savez, il n'y a pas aujourd'hui de compte satellite. Il n'y a pas des indicateurs qui nous permettent de le faire. Moi, je me suis aventuré à partir au niveau
de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, mais il n'y avait pas, en tout cas, de données fiables qui pouvaient me permettre, moi, de mesurer l'impact même de ce football-là en termes de croissance et de création d'emplois. Ça, je parle de l'économie du sport, peut-être on y reviendra dans on y reviendra émission. Avant de clore l'émission. Maintenant, les perspectives, aujourd'hui, ça nous augure des lendemains meilleurs. Maintenant, il va falloir revoir... Justement, qu'est-ce qui vous fait prédire ces lendemains meilleurs? Parce que tout simplement, je vous donne l'exemple. Aujourd'hui, nous avons, cette année-ci par exemple, je me suis aventuré à voir les Sénégalais évoluer dans la diaspora. Et dans mon fichier de ma machine, j'avais 830 et quelques Sénégalais évoluant dans les championnats professionnels. 800 et quelques Sénégalais. Et toute division. Ça veut dire que quelque part, nous avons aujourd'hui pratiquement un bataillon, entre guillemets, de l'armée, éparpillé partout dans le monde. Et vous imaginez aujourd'hui, il nous faut peut-être revoir le modèle sénégalais. Quel doit être le modèle sénégalais, le prototype? Maintenant, il faudrait aussi que l'État s'engage pour tirer le championnat professionnel vers le haut. Il y a ce qu'on appelle le PGE. L'État doit pouvoir au moins aider les gens, ce qu'on appelle le prêt garanti État, pour permettre aux clubs d'avoir des garanties bancaires pour pouvoir se développer. Et aujourd'hui, il y a aussi l'absence de responsabilité sociétale d'entreprise. Et dans le management même, et dans le marketing, je pense que la fédération aujourd'hui, en signant avec Orange, excusez-moi le terme, c'est pas de la publicité, ou bien en signant avec votre groupe, par exemple, doit pouvoir dire à ce groupe, écoutez, moi, je signe un contrat de package pour prendre en compte tout le football, que ce soit le football amateur, l'équipe nationale et le football. C'est là où il faut harmoniser tout. Tout à fait, oui. Donc, c'est des réflexions qu'il faut mener. C'est des réflexions qui tendent à pouvoir développer le football. C'est comme ça que nous devons aller pour essayer de tirer notre football vers le bas. Parce que nous avons de très bons joueurs. Et vous imaginez, nos joueurs, quand ils quittent ici, dès l'instant qu'ils signent dans le championnat professionnel anglais, français ou bien le championnat italien, ils sont titulaires et bien ils sont dans le sortir. Cela veut dire que nous avons du bon football. Le Sénégal a été toujours un grenier de grands footballeurs. Mais en termes d'infrastructure? En termes d'infrastructure, moi je pense qu'il faudrait saluer aussi, en tout cas, et remercier le chef de l'État, d'abord, Maître Abdoulaye Wade. Quand il est venu au Sénégal, nous nous sommes rendus compte que le déficit était énorme en termes d'infrastructure. Le président Abdoulaye Wade est allé signer, en tout cas, une convention ou bien un accord, un cadre de partenariat avec la République populaire de Chine et qui a réhabilité l'existant des différentes infrastructures sportives qui étaient dans les régions. Et vous avez vu aujourd'hui, le président Macky Sall, quand il est venu, il a continué dans cette quille-là, mais il a fait plus. Parce qu'il a construit une arène nationale, il a construit un palais des sports et le 22 février prochain, nous allons inaugurer le stade du Sénégal qui a été construit comme le stade de Luzhniki en Russie. Cela prouve quelque part, aujourd'hui dans toutes les régions du Sénégal, il y a un stade gazonné, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, 10 ans, 15 ans. Maintenant, il va falloir, parce que dans l'acte 2 de la décentralisation, ces stades ont été rétrocédés. Il y a eu ce qu'on appelle la déclassification des stades. Et la déclassification des stades dans l'acte 2 de la décentralisation a débouché sur la gestion des infrastructures par les collectivités locales d'abord et aujourd'hui par les collectivités territoriales. Maintenant, il se pose un problème d'entretien. Et le problème d'entretien là, ce sont les collectivités territoriales qui doivent aujourd'hui prendre en charge la gestion, la question de l'entretien et même la question même de la gestion de ces infrastructures sportives là. Pour les pérenniser, mais pour que ces infrastructures là puissent au moins durer. Parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain investir des infrastructures sur des coûts de milliards et 2 ans, ces infrastructures là au moins vont dans un état de délabrement ou bien vont dans un état extraordinaire. Assez déplorable. Ça pousse. Et c'est pour cela que le ministre des Sports avait signé un cadre de partenariat avec la Chine. Et l'année dernière, le ministre des Sports a envoyé 45 agents issus de ces infrastructures-là en stage de formation en Chine pendant presque plus de 3 mois pour la gestion des infrastructures. Et au niveau du ministère des Sports, les gens sont en train de travailler sur ce qu'on appelle l'office de gestion des infrastructures parce que nous nous sommes inspirés de l'expérience marocaine. Et partant de cette expérience marocaine, l'Office de gestion des infrastructures va déboucher sur, par exemple, aujourd'hui, nous avons construit le stade national de Diamniadio. Si Amadou Diaw, aujourd'hui, veut gérer ce stade-là en tant que privé, il y a le partenariat public-privé, le PPV, parce qu'il y a une nouvelle loi qui a été votée. Donc, Amadou Diaw,
doit au moins se conformer à des cahiers de charges avec un minimum de garantie et des indicateurs de performance, ce qu'on appelle la gestion axée sur les résultats. Et c'est dans ce sens-là que les gens doivent aller. Okay. Et ça, c'est une révolution. Hein? C'est une révolution. C'est une révolution. Maintenant, toute révolution ne sera pas faite de façon brusque. Il va falloir le faire de façon très lente et douce pour permettre aux gens de s'y adapter. On ne peut pas du jour au lendemain venir effacer tout. Oui. Donc c'est dans ce sens-là. Mais est-ce que justement à ce niveau-là, est-ce que la communication a été faite pour bien expliquer l'Office de gestion des infrastructures, quand même qui est quelque chose d'extraordinaire, qui pourrait évidemment, j'en suis sûr, intéresser le secteur privé? Écoutez, nous avons travaillé, parce que nous sommes des techniciens, nous ne sommes pas des hommes politiques. Nous sommes des techniciens. Et la déclaration se fera par l'autorité. Parce qu'il y a une voie plus autorisée pour faire cette déclaration. Nous avons travaillé sur, aujourd'hui, le format, nous avons travaillé sur le dossier et nous avons même fait ce qu'on appelle un atelier de validation. Et nous avons eu aussi à faire un atelier d'appropriation avec toutes les institutions. Maintenant, le dossier est sur la table du chef de l'État pour au moins qu'elle soit votée en Conseil des ministres pour être acheminée à l'Assemblée nationale. Et quand elle sera finie, parce que nous anticipons, hein, parce que quand on voit que nous avons construit le Stade national du Sénégal, nous avons anticipé par rapport à sa gestion. Cette gestion peut être confiée à un privé. Et cette structure privée-là devra verser un minimum de garantie en respectant les cahiers de charges. Et c'est dans ce sens-là que nous devons aller vers toutes les infrastructures sportives. Parce qu'on s'est rendu compte que aussi, quelque part, dans la gestion, les gens ont échoué. Ça, il faut avoir le courage et l'honnêteté de le dire. Les gens ont échoué. Maintenant, si les gens échouent, nous, on change de paradigme pour voir quelle est la meilleure solution et quelle est aussi la meilleure direction. Mais partant de cela aussi, nous allons aussi discuter avec les populations, mais avec aussi les acteurs du sport. Parce qu'on ne va pas donner une infrastructure à un privé et dire que nous allons le fermer aux acteurs. Parce que aussi, ce sont les acteurs qui nous imposent à construire ces infrastructures-là pour avoir des résultats. Tout à fait. Mbaye Jacques Diop, vous l'avez dit, nous avons un football de qualité, des infrastructures dignes de ce nom, des joueurs de renommée internationale, un staff technique, il faut le reconnaître, très dévoué, très engagé, très déterminé. Alors, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour gagner une Coupe d'Afrique? C'est dommage, j'avais amené le livre qu'avait écrit notre confrère Babacar Khalifa Ndiaye sur ce qui nous manque pour gagner la CAN. Je voulais vous l'offrir. Oui. En le lisant, vous aurez une idée. Moi, je pense que le livre de Babacar Khalifa Ndiaye, en tout cas, a posé tous les problèmes. Ok. Et aujourd'hui, je pense que ces problèmes-là, la majeure partie de ces problèmes sont derrière nous. Parce qu'à l'époque, on discutait de la question des primes. On discutait de la question des logistiques. On discutait aujourd'hui de la question de la prise en charge. Aujourd'hui, si je vous dis qu'à l'heure actuelle, les joueurs ont perçu leur prime de qualification, ils ont perçu leur prime de participation, ils ont perçu leur prime d'objectif de huitième de finale, de quart de finale et de demi-finale. Ça veut dire qu'ils n'ont aucun souci. Ok. Ouais. Donc l'État du Sénégal a mis à la disposition en tout cas du sport des moyens. Parce que quand l'équipe nationale joue contre le Congo, l'équipe nationale arrive et joue contre le Congo ce mercredi et doit jouer dimanche. Elle joue le mercredi, elle prend un avion spécial et elle débarque au Congo le jeudi. Alors que l'équipe du Congo attend un vol régulier commercial. Donc vous imaginez, cela veut dire que quelque part, l'État, et je pense que le président Macky Sall ne s'est pas trompé en plaçant en tout cas le sport dans le chapitre 1er du plan Sénégal émergent. Et quand vous lisez ce bréviaire-là, vous comprendrez l'importance aujourd'hui du sport par rapport à ces dimensions classiques qui sont politiques, sociales et même éducatives. Mais le sport aujourd'hui a d'autres dimensions. Il y a la dimension diplomatique, il y a la dimension géopolitique, il y a la dimension géostratégique, mais aussi il y a la dimension économique. Donc cela veut dire qu'au-delà des dimensions traditionnelles, classiques, le sport a de nouvelles dimensions. Et c'est là où les peuples africains, c'est là où aujourd'hui les gouvernants sont de plus en plus conscients. Et c'est pour cela aujourd'hui il nous faut des comptes satellites du sport pour mesurer même l'impact du sport dans l'économie nationale. Oui, justement, c'est le sujet que nous allons aborder maintenant, même si ce n'était pas prévu. L'économie du sport. Vous pensez qu'au Sénégal, le sport aujourd'hui, du côté économique, est assez quand même satisfaisant? Vous pensez qu'aujourd'hui, il y a en termes d'emploi,
en termes de revenus, est-ce que le sport est à un niveau acceptable, joue un rôle indéniable ici même au Sénégal? Oui, parce que si, par exemple, on mesure l'impact de l'emploi dans le sport, aujourd'hui, dans le football, rien que dans le football, nous avons 28 clubs professionnels. Et quand on vous dit que ces 28 clubs-là ont presque chacun 30 joueurs professionnels qui sont payés mensuellement, vous voyez l'impact. Et vous imaginez, vous le faites aussi au niveau du basketball. Vous allez au niveau de l'athlétisme. Vous allez, par exemple, je prends un exemple comme la Douane, qui paye même ses judokas, qui paye même ses karatékas, qui paye ses basketteurs. Le Duc en fait de même. Il y a d'autres clubs qui le font de même. Saint-Louis Basket Club, l'Université Gaston Berger. Nous n'avons pas aujourd'hui, c'est pour cela que je dis que nous n'avons pas des comptes satellites qui nous permettent de pouvoir quantifier ça. Mais nous devons y travailler. Et je pense qu'aujourd'hui, les statisticiens doivent y travailler. Moi, je travaille sur ça depuis plusieurs années pour avoir les statistiques. Mais je n'ai pas de données fiables pouvant me permettre aujourd'hui de voir aujourd'hui quel est l'impact social et quel est cet impact dans l'économie nationale. Maintenant, il va falloir aussi que, quelque part aussi, l'État les accompagne. L'État les accompagne parce que l'accompagnement de l'État, il est multiforme. Il y a la sécurité, il y a la santé, il y a aussi les infrastructures. Ça aussi, c'est un accompagnement de l'État qu'il faut quantifier dans l'économie même du sport. Et je pense que sur ça... Dans ce domaine-là, le sport a aussi sa partition à jouer. Aujourd'hui, le sport, dans la nouvelle politique sportive et dans la nouvelle économie, le sport est pris en compte comme le tourisme, comme le commerce, comme l'artisanat et la culture. À l'époque, le sport, c'était un jeu. Comment? Maintenant, non. Le gouvernement du Sénégal, dans la nouvelle politique, a pris en compte le sport comme un secteur, comme l'économie, comme l'artisanat, comme la culture, je vous dis, comme le commerce et le tourisme, parce que ce sont des secteurs économiques. Et l'État a compris que le sport est un secteur économique. Je vous donne un exemple, par exemple. Quand vous voyez Barcelone, vers les années 90, mais Barcelone, c'était pratiquement catalan, c'était un village. Mais quand il y a eu les Jeux Olympiques de Barcelone, mais Barcelone s'est transformé et aujourd'hui, c'est la 4e ville mondiale qui reçoit plus de tourisme. Et ça, c'est le sport. Nous allons recevoir les Jeux Olympiques 2026, mais si aujourd'hui, on ne peut pas quand même capitaliser des retombées économiques, ça veut dire que quelque part, nous avons failli à notre mission. C'est pour cela que les Jeux Olympiques vont constituer en tout cas une étape importante dans l'économie nationale, mais une étape importante sur le plan géopolitique, géostratégique et diplomatique. Et la diplomatie va de pair avec l'économie. La géopolitique va de pair avec l'économie. Vous savez, vous avez vu ce qui se passe exclusivement aujourd'hui, pratiquement au Mali, au Burkina et au Niger, donc dans le désert. Donc cela prouve que géopolitiquement, nous avons une économie. Quand vous voyez par exemple ce qu'apporte Sadio Mané, Bambali, personne ne le connaissait. Mais Sadio a construit un hôpital à Bambali. Sadio Mané a construit une mosquée, il a construit un lycée. Et aujourd'hui, Sadio Mané, grâce à une société comme Oryx, a implanté une station à Bambali. Parce que à l'époque, pour acheter de l'essence, il fallait aller jusqu'à Goudomp ou bien il fallait aller jusqu'à Sédhiou. Mais maintenant, Bambali a une station d'essence. Et ça, c'est l'économie du sport parce que c'est grâce à Sadio Mané. Donc aujourd'hui, on peut le quantifier pour dire que cette station coûte par exemple 800, 500 millions. Je ne sais pas quel est le coût d'investissement, mais si j'avais le coût d'investissement, on peut le quantifier pour dire maintenant, en termes d'amortissement, les gens vendent par exemple tant de carburant parce que là-bas, c'est des tricycles, c'est les motos. Vous voyez donc l'impact. Tout à fait, il y a un impact parce que grâce à Sadio Mané, maintenant, Bambali a une station Oryx. Oui, mais au-delà de ça et au-delà de l'organisation, qu'est-ce que d'autre le sport peut apporter? Parce qu'en termes d'organisation, depuis 1992, le Sénégal n'a pas organisé une Coupe d'Afrique. Nous n'avons pas organisé une Coupe d'Afrique, mais nous avons eu à organiser 2 championnats d'Afrique de petite catégorie, les U23 et nous avons organisé au moins des tournois pré-olympiques. Que ce soit en basket, nous l'avons organisé. Que ce soit en boxe, nous l'avons organisé. Nous avons récemment, cette année-ci, organisé des championnats d'Afrique de judo, de taekwondo, de karaté. Nous allons organiser de karaté en 2022. Et nous allons organiser aujourd'hui la fenêtre de l'élimination, les éliminatoires de la Coupe du Monde de basket. Ici, ce sera à partir du 27 février prochain. 27 février de ce mois-ci. Cela veut dire que quelque part, maintenant, sur le plan footballistique, l'État est en train de retravailler les infrastructures. Parce que le stade Léopold Sédar Senghor, le stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor, le stade
comment dirais-je, Lamine Gueye de Kaolack, le stade Ely Manel Fall de qui seront érigés en stade répondant aux normes pour pouvoir nous prétendre à organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Parce que la Côte d'Ivoire organise en 2023, mais en 2025 ce sera la Guinée. Mais on peut faire une co-organisation avec la Guinée parce que nous sommes limitrophes. Et aujourd'hui, la Guinée a un régime militaire. Est-ce que la Guinée sera dans les dispositions de pouvoir construire des infrastructures? Et si nous voyons que la Guinée et le Sénégal sont limitrophes et que la Guinée dispose de 4 stades, 3 stades, le Sénégal en est de même, on peut les jumeler pour faire une co-organisation. C'est pour cela que nous anticipons sur ça. Et le Sénégal a signé un accord avec les Chinois. Les Chinois sont actuellement au Sénégal. Et au niveau des différents stades comme Léopold Sédar Senghor, il y a même une lettre de mise en demeure ou bien une lettre d'information qui a été donnée à tous les occupants de quitter le stade au plus tard le 31 janvier. C'était hier. Donc vous imaginez, cela veut dire que quelque part, tous les occupants doivent quitter pour le démarrage des travaux. Et ça, nous sommes en train d'anticiper. Parce que depuis le mandat du président Diouf, on n'avait pas construit d'infrastructure sportive. Cette infrastructure de dernière génération a été construite en 1985. Et elle a été construite dans le cadre d'un partenariat avec la Chine. Et vous savez comment ces partenariats sont arrivés? Ces partenariats à l'époque sont arrivés comment? La Chine vendait le thé Gunpowder, les tasses numéro 8 là, les assiettes bleu-blanc là, en bleu-blanc. Oui. Et il y a des commerçants qui se sont enrichis comme ça. L'État du Sénégal a fait appel à des commerçants comme les Dame Ndiaye, les gars de l'Inakoa et autres, en leur donnant, par exemple, ces objets-là à vendre et à rétrocéder au moins la vente au niveau de Trésor et à récupérer leur bénéfice. Et c'était même la même chose avec les fers chinois. À l'époque, le fer venait en Chine. Donc cela veut dire que quelque part, il y a de l'imagination. Les gens ont imaginé un partenariat win-win gagnant pour construire ces infrastructures. Aussi bien du côté sénégalais. Du côté sénégalais, il y a eu, le Sénégal en a bénéficié pour avoir une expertise, une infrastructure. Ouais. On a payé les Chinois, mais cela aussi a enrichi des commerçants qui sont devenus de grands manquements du commerce. Donc vous imaginez, donc cela veut dire que quelque part, le partenariat public-privé a toujours existé, mais peut-être que c'est vers les années 2020 que nous avons commencé à le matérialiser et on a créé au moins une nouvelle loi. Oui, tout à fait. Alors, je rappelle que nous recevons Mbaye Jacques Diop, et dans le domaine du sport, on n'en aura jamais assez avec lui. Alors, Mbaye Jacques, pour continuer toujours dans cette même dynamique, aujourd'hui, si vous aviez... si vous aviez un mot, une suggestion pour le compte de l'équipe nationale qui joue les demi-finales demain après-midi, au plan tactique, je veux dire, quel serait-il? Vous savez, moi, je vous l'ai dit au cours de l'émission, moi, en toute modestie, je ne suis pas un technicien. Et je ne voudrais pas m'aventurer pour donner des leçons ou bien pour donner des choix tactiques ou autres. Parce que je suis un observateur, je suis un supporter. Moi, mon souhait, c'est que l'équipe gagne et se hisse en finale. Moi, c'est mon souhait. Oui. C'est mon désir le plus ardent. Et je ne suis pas technicien, donc j'aurai toujours l'humilité de comprendre qu'aujourd'hui, on a confié l'équipe nationale à Aliou Cissé qui est mieux outillé que moi, qui est mieux technicien que moi. Moi, ce que je lui souhaite vraiment, au moins qu'il aille en finale et qu'il gagne là, c'est mon vœu le plus ardent. Et ça, c'est ça le plus important pour moi. Oui, mais au-delà de ça, au-delà de ces souhaits-là, vous avez quand même un œil critique à apporter. Non, absolument. Le regard peut être toujours critique, mais de façon très objective. Oui. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tantôt, Aliou Cissé, moi je ne crois pas à sa philosophie. Ça, je vous l'ai dit en toute honnêteté. Mais aujourd'hui, à sa philosophie de jeu. Oui, mais il a raison sur moi parce qu'il gagne. Oui. Oui. J'aurais pu avoir raison sur lui parce qu'il ne gagne pas. Mais il atteint ses objectifs. Donc moi, je dois m'aligner. Tout en sachant au moins que je ne suis pas d'accord avec lui, mais en toute honnêteté, il fait des résultats. Oui. Moi, depuis 2018, depuis notre retour de la Coupe du Monde 2018, je ne crois plus à sa philosophie. Mais comme il gagne aussi, aujourd'hui, je ne peux pas avoir raison sur lui. Donc, je fais profil bas tout en lui souhaitant de continuer à gagner sur sa philosophie, tout en sachant que je n'épouse pas, en tout cas, sa philosophie de jeu, sa tactique de jeu et son schéma de jeu. Je ne l'épouse pas. Parce que moi, je souhaite toujours avoir un jeu attrayant, léché. Voilà, dans le football. Qu'est-ce qui fait que tant qu'un entraîneur gagne, il est bon. Il est bon, oui. Même s'il aligne mais Mourinho, on l'a toujours reproché ça. Mais il a toujours gagné. Maintenant sa tactique a des limites. Et depuis combien de temps il ne gagne plus? À chaque fois, il ne dure même plus dans une équipe nationale, dans une équipe. Il est à Manchester, on le limoge. Il va à Tottenham, on le limoge. Il a pris 6 buts
AS Roma contre une petite équipe de la Bulgarie ou bien de, je ne sais pas, de la Hongrie. Donc vous imaginez, ça veut dire qu'il y a des schémas de jeu, des tactiques de jeu qui auront peut-être fait leur chemin et qui seront pratiquement à une dépréciation. Parce qu'ils auront atteint leurs limites. Parce que les gens aussi évoluent, le monde évolue. Le monde dans la communication où nous vivons évolue parce qu'à l'époque, on n'avait pas ces studios-là. À l'époque, on ne travaillait pas comme ça. Vous voyez les caméramans, vous ne les voyez plus. Donc vous êtes là, braqué avec des appareils que vous ne comprenez pas. Cela veut dire que chaque chose évolue et chaque chose aussi a son temps et sa durée de vie. Et quand elle aura atteint sa durée de vie, elle sera obligée de changer de paradigme ou bien d'être laissée en rade. Oui. Je trouve que c'est la dernière partie de cette émission. Il nous reste à peine 10 minutes. Nous allons vous laisser formuler vos derniers mots et vos souhaits pour l'équipe nationale avant de clore cette émission. Bon, tout simplement, je dirais tout simplement que, en tout cas, moi, je n'ai pas d'inquiétude pour cette équipe nationale-là parce que j'y crois et je crois au talent des gosses parce que j'ai vécu dans cet environnement pendant plusieurs années. Et je devais même partir à la Coupe d'Afrique, mais pour des raisons professionnelles, oui. J'ai préféré rester ici et travailler parce qu'il y a une mission qui m'attend. Nous préparons l'inauguration du stade du 22, donc nous devons tenir des réunions et je suis obligé en tout cas d'assurer quelques qui de ces réunions-là, assister à ces réunions-là pour pouvoir rendre compte à l'autorité. Tout à fait. Maintenant, moi ce que je souhaite, parce que j'ai vécu avec des garçons que je connais, parce que j'ai vécu avec eux, j'ai voyagé avec eux. C'est des garçons très, très, très humbles, très courtois, très polis, très corrects, mais très pieux aussi. Moi, quand je les compare à l'équipe de 2002, sur le plan du comportement, c'est comme Yala Yali. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Okay. Et nous avons aussi des dirigeants aussi qui tapent sur la table dure, qui s'imposent. Quand vous voyagez avec ces dirigeants-là, vous avez des respects pour ces dirigeants-là, que ce soit le président Augustin, que ce soit Ablaye Sow, Amadou Kane ou autre, vous avez des respects pour ces gens-là, parce qu'ils défendent becs et ongles les intérêts du Sénégal, partout. Et ça, je peux en témoigner en toute honnêteté, parce que moi, je ne fais pas dans la langue de bois. Tout à fait. Voilà. Maintenant, surtout dans le domaine du sport. Maintenant, nous sommes tous des militants du sport. Notre souhait notre vœu le plus ardent, c'est quoi? C'est que l'équipe nationale puisse gagner une Coupe d'Afrique des Nations. Et qu'on ait au moins au niveau de la poitrine une étoile qui va scintiller, qui va briller de 1000 feux. C'est notre souhait. Maintenant, lépp mbiru yàlla la aussi. Parce qu'il faudrait aussi ñuy sóor borom. Parce que tey maa ngi yow yàlla moo ne dañuy toog fii def émission kenn mënu ci dara. ñëw naa fi nga tardé mais dama toog xaar parce que suñu borom moo ne woon dañ koy def. Tout à fait. Mais lépp lu ñuy def nag nañ ci jiital mbiru yàlla. suñ ko yàlla waree jox dinañ ko jox bés bu ko yàlla ne ñun ñii gënul ci ñun buñ ko jël. ñu àndaat continuer liggéey bi parce que xam ni yàlla jeexul waaw parce que ñi ñu gagné gënuñu leen tout à fait waaw te ñi ñu gagné aussi gis nga jaw moi Amadou quand j'étais sportif moi j'ai pratiqué le sport et je n'étais jamais déçu en cas de défaite. Pourquoi? Parce que j'ai eu un professeur en la personne de Amadou Diaw comme toi qui était le directeur technique national de la fédération sénégalaise. Il est sorti de Mainz avec Lamine Dieng, je les ai trouvés là-bas. Oui. Wow, avec le feu Lamine Dieng. Oui, Amadou Diaw, il me disait, c'était le directeur technique de l'athlétisme. C'est lui qui a eu les médailles d'Ami Mbacké Thiam, les autres, qui a vraiment relancé l'athlétisme sénégalais. Il me disait que Mbaye Jacques, il ne faut jamais avoir une déception dans le sport. Mais je lui dis, mais détenne, pourquoi? Il me disait que ñi nga gagné tey mais buñ la gagné suba waroo mer. Tout à fait. Ouais. Donc c'est ce qu'il me disait. Donc loolu laa jàpp sama xel que ñi ñu gagné ne mais Guinée équatoriale gagné woon nañu ñun 2012 dëkkam 2-0 match bu metti taw ñu bëgg ñu rey dóor ñu metti Guinée équatoriale bi ñu organisé à Bata boobu Amara moo doon entraîneur j'étais présent là-bas. C'est vrai. Donc vous imaginez tey ñun gagné nañ leen parce que défaite boobu metti woon nañu parce que défaite boobu dafa ñëw indi fii crise de football ci lañ dàqee Amara. Oui, tout à donc, fait. alors que Amara mënoon nañu ko accorder peut-être période boobu chance mu continuer. Donc vous voyez. Tout à fait. Oui. Donc aujourd'hui quand quelqu'un vous gagne et le football est fait d'incertitude. On a gagné le Zimbabwe. Et pourtant on n'a pas gagné la Guinée, encore moins le Malawi. On les a pas gagnés. Alors qu'aujourd'hui on est en quart de finale, on est en demi-finale autant pour moi. Donc cela veut dire que quelque part aussi nañu gëm yàlla jiital suñu borom. waaw xam ni tey gars yi ñu ngi dans une trajectoire lu ñu mën ñaanal leen yàlla ñu atteindre l'objectif parce que c'est ça notre souhait. Tout à fait. Maintenant il faudrait que lépp comme je vous l'ai dit qu'il y ait aussi en tout cas qu'il y ait aussi
aussi que nous puissions savoir aussi que dans un match de football, c'est de l'aléatoire. Tout peut arriver. Tout à fait. Tout peut arriver. Tout C'est à comme fait. en sport. Tout à fait. Vous êtes aujourd'hui champion, vous êtes le meilleur de votre discipline. Vous avez vu, lors des championnats du monde en 2015 à Beijing où j'avais participé, j'avais assisté autant pour moi. Mais Usain Bolt avait commis un faux départ qu'il avait disqualifié de la finale du 100 mètres. Donc, alors qu'il était le favori, les gens s'attendaient à être deuxième ou troisième. Donc vous imaginez, ça c'est la loi du sport, c'est ce qu'on appelle des aléas. Tout à fait. Amis téléspectateurs, c'est la fin de cet entretien. Agora, aujourd'hui, qui recevait Mbaye Jacques Diop, je l'ai dit, sans toute fausse modestie, qui est une figure de proue quand même du domaine sportif. Réel plaisir, et nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine sur d'autres questions avec d'autres personnes. Merci. Merci beaucoup. Merci.